Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est pour toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de réalisation de blocs de patchwork et de quilting avec la machine à broder. Ce sont des motifs très intéressants dans la mesure où ce sont ce qu'on appelle des semi-ITH, c'est-à-dire que ce sont des créations qui vont vous demander ensuite soit de les assembler entre elles, soit de les terminer, soit pour créer un coussin, un sac, peu importe, mais ce sont des modèles qui nécessitent obligatoirement une finition ensuite avec votre machine à coudre. C'est ce qu'on appelle le semi-ITH. Mais ils ont ce grand avantage par rapport à une réalisation de patchwork ou de quilting à la main ou à la machine à coudre, de vous éviter justement de réaliser vos appliqués à la main ou à la machine à coudre et de réaliser le kilt à la main ou à la machine à coudre. Alors moi je suis absolument pas adepte des créations à la main, donc je n'en ferai jamais. Je fais déjà du patchwork à la machine à coudre, mais celui à la machine à broder est bien différent. D'abord, les modèles sont souvent très différents, sont beaucoup plus classiques en modèle à la main et à la machine à coudre, bien que on progresse énormément sur le sujet, notamment chez les anglo-saxonnes, on voit de très jolies choses extrêmement modernes. Sur la machine à broder, bien souvent, il y a moins de piéçage, quoique ça dépend les créateurs, mais on a souvent soit du piéçage et du quilting, soit du piéçage, des appliqués, du quilting. Or, dans la machine à broder, on va tout faire en même temps, dans le même, on va dire, encadrement. Donc on va travailler complètement différemment par rapport à une création qui sera à la machine à coudre ou à la main, où là, chaque étape est différente et bien différenciée. Là, vous allez tout faire en même temps. Là, aujourd'hui, on va travailler sur un modèle qui m'a été très gentiment offert par Sylviane Canu, qui est ma grande inspiratrice en matière de création de vidéos tutoriels. C'est elle qui m'a demandé de faire une vidéo tutoriel. Bon, j'y pensais déjà, je vous rassure. Voilà, donc elle m'a offert ce très joli modèle de chien. C'est un chien donc qui est dans un rectangle de matelassage, et c'est un chien qu'on peut faire en appliqué ou pas. Alors là, je vais le faire en appliqué parce que c'est plus joli pour moi. Je l'ai déjà fait qui ne soit pas en appliqué, mais voilà, vous pouvez également mixer ce genre de choses, appliquer, pas appliquer, avoir juste les contours, ça peut être très sympa aussi selon ce que vous allez vouloir faire. Alors, ce qu'il y a d'avantage de faire un patchwork, un quilting à la brodeuse, c'est que justement, vous n'avez pas besoin, on va dire, de maîtriser les techniques de kilt et de piéçage ou d'appliquer à la main. Là, vous travaillez selon les techniques de votre brodeuse. Alors bien sûr, ça fait appel à des techniques de broderie machine, notamment de savoir travailler en hors cadre, de savoir faire un appliqué, en tout cas le réaliser proprement. Ça vous demande d'être assez minutieuse dans votre travail et d'utiliser les bons matériaux et les bons outils. Alors, je vais vous présenter d'abord les différents matériaux dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin d'un stabilisateur, vous allez avoir besoin de molletons et de vos tissus. On va commencer par parler des tissus. Faites attention dans votre choix de tissu pour créer un modèle de patch. Vous ne pouvez pas utiliser tout et n'importe quoi. D'abord, il faut du tissu globalement et majoritairement des cotons pour faire les fonds de patch, parce que vous n'aurez pas de très beaux résultats avec autre chose que du coton. En ce qui me concerne, mon choix aujourd'hui se porte sur du coton d'ameublement, parce que j'ai l'intention de terminer, on va dire, ce joli modèle en faisant un coussin. Donc comme c'est un coussin pour mettre sur un canapé ou autre, je préfère utiliser un coton un peu épais d'ameublement pour mon fond. Mais si j'utilise un tissu épais pour le fond, ce ne sera pas le cas pour faire mes appliqués, parce que sinon ça va finir avec un produit extrêmement raide et pas forcément très sympathique. Là je vais utiliser une suédine parce que j'ai envie de donner un petit côté, on va dire, un peu pelucheux, un peu doux, voilà, puisque c'est un motif, ça représente un chien. Je voulais un peu donner l'effet du pelage, tout est relatif, hein, bien sûr, du chien. Donc là, c'est de la suédine. Alors, c'est pas de la suédine d'ameublement, hein, c'est une suédine plutôt d'habillement, mais en revanche qui n'est pas stretch. Hein, évitez les produits stretch.
Voilà, vous voyez, il n'est pas stretch. Évitez les produits stretch, les produits trop épais. Globalement, quand vous débutez dans ce genre d'ouvrage, utilisez des cotons. Alors des cotons à patch, hein, allez sur les rayons coton patchwork, ou les rayons de coton d'ameublement pas trop épais, comme celui que je vous présente. Alors moi, je travaille beaucoup avec les tissus, pour faire des tissus de fond, avec les tissus Ikea, qui existent en uni noir, blanc, rouge et autres couleurs. J'aime bien parce que c'est pas très cher, ça permet de s'amuser un peu à moindre coût. Le tissu patchwork est quand même plus cher, mais attention, c'est parce que ce sont des tissus qui sont avec une trame, on va dire, très serrée et qui ont une tenue exceptionnelle. Ce que vous avez vraiment besoin dans ce genre d'ouvrage qui va quand même globalement être utilisé, lavé, réutilisé. Donc il faut des produits qui ont de la tenue. Notamment, par ailleurs, couper des appliqués avec un tissu de mauvaise qualité qui s'effiloche dans tous les sens, je vous assure que c'est du sport, que c'est rarement beau, alors que si vous utilisez du coton à patchwork pour faire vos appliqués, vous allez beaucoup moins galérer. Si vous utilisez des tissus un peu fins comme le Liberty, j'en connais qui aiment beaucoup le Liberty ou les tissus à fleurs, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il va falloir préparer vos tissus en question pour faire vos appliqués en les entoilant avec du voile thermocollant très fin, le plus fin que vous trouviez. Le mien, j'utilise, alors pourtant je ne suis pas adepte des marques, hein, mais là en l'occurrence je prends celui de chez Vliesline, le voile très fin qui se colle et qui donne, sans dire de trop raidir votre tissu en question, lui donnera la tenue suffisante et évitera qu'il parte dans tous les sens quand vous allez faire vos appliqués. Donc voilà, pour le tissu, faites donc attention à vos choix, sachant que vous allez avoir pas mal de superpositions, que par ailleurs, les appliqués étant finis souvent au point de satin, point de bourdon sur les côtés, ça va apporter de la raideur, que le quilting qui va être réalisé, le quilting c'est le matelassage, va également apporter de la raideur. Faites donc attention à vos choix. Par ailleurs, n'oubliez pas que vous allez avoir du stabilisateur, du molleton, donc soyez prudente sur vos choix de tissu. Faites éventuellement des essais sur un bloc. Alors, si vous avez acheté un modèle où les blocs sont de différentes tailles, commencez par tester sur celui de la plus petite taille. Vous verrez bien ce que ça va donner. Ça vous évite de faire trop de gâchis de matériel. On va parler maintenant des molletons. En patchwork à la brodeuse, on ne va pas pouvoir travailler autrement qu'en mettant directement le molleton sous le tissu, contrairement à quand on fait du patchwork à la main ou à la machine à coudre, où là on fait son piéçage et ses appliqués tissu exclusivement. Là, nous, on va travailler avec le molleton en dessous. Pourquoi? Parce que comme tout va se faire dans le même cadre et dans le même motif, on ne va pas pouvoir se passer du molleton pour avoir le relief souhaité pour nos créations et d'appliquer, et surtout pour le quilting qui va se faire. Alors, il existe des modèles où il n'y a pas de quilting. Il n'y a pas de matelassage. C'est rare. Moi, je préfère les modèles où il y a tout. On a le matelassage et le modèle d'appliqué ou le modèle de piéçage. Je trouve que c'est quand même plus joli. Et donc, on peut aussi travailler sans molleton, mais vous allez avoir un résultat extrêmement plat. C'est un petit peu dommage. On essaye de faire un truc qui soit sympa. Donc, vous voyez, par exemple, si vous voulez garder du relief, il faut absolument le molleton. Vous voyez ici, le quilting qui a été fait permet d'avoir le relief. Si j'ai pas mis de molleton, j'ai pas de relief. Il faut bien choisir son molleton, parce que celui-ci va justement déterminer, on va dire, de la qualité de votre travail. Alors, encore une fois, j'ai pas d'action chez personne, qu'on soit bien d'accord. Mais moi, mon préféré, ça va être celui-ci. Celui-ci, c'est le molleton de chez PSR Quilt. Alors, il y en a plusieurs. Mais pour travailler à la brodeuse, je prends le polyester nuage ou, de temps en temps, le polyester flocon, qui est plus épais. Je vais vous montrer la différence. Alors, le nuage, il fait 5 mm d'épaisseur. Gros avantage, c'est molleton, bien qu'il soit en polyester, se lave très bien, se repasse très bien et surtout retrouve leur gonflant après lavage-repassage. Donc, vous voyez, celui-ci est assez fin, il fait environ 5 mm, c'est le nuage. Je vous présente le flocon, qui lui est plus épais. Voilà, qui fait 1 cm d'épaisseur. Alors ça va dépendre de ce que vous allez avoir ce que vous voulez avoir à la fin. Moi, je travaille plus souvent le nuage. Pourquoi? Parce que mine de rien, le travail à la machine à broder va quand même bien écraser votre molleton. Il va permettre d'avoir un relief pour vos travaux de quilting
et de création d'appliqués sur votre bloc. Mais clairement, quand moi je vais terminer mon ouvrage, très souvent, c'est rare que je le fasse pas, très souvent, je vais rajouter une couche de molleton avant d'ajouter le dos de mon kilt pour finir mon ouvrage. Alors, je ne le fais pas notamment quand ça va être on va dire, soit un centre de table, un chemin de table, des choses comme ça. Ou bien, là, par exemple, le coussin que je vais faire, comme ça va être dans un coussin, aucun intérêt de rajouter une couche. En revanche, si je vais créer un plaid, si je vais créer une couverture, il est évident que je rajouterai, et dans ce cas-là, peut-être que je rajouterai plutôt du flocon. Le gros avantage du nuage, c'est qu'il est suffisamment fin pour être facile à travailler, et donc on n'a pas de problème, on va dire, de risque de ce que ça se prenne dans le pied de votre machine, que votre tissu bouge au-dessus, voilà. Et il apporte le relief qu'il faut, et je trouve que ça suffit bien. Vous avez une autre alternative qui peut être intéressante, c'est si vous êtes vraiment branché tout coton. Ah, désolé, mon chien se gratte, désolé. Donc ça va être le molleton, qui est du molleton de coton, qu'on trouve aussi chez PSR Quilt. Alors, c'est pas les mêmes prix non plus, hein. Clairement, je vous laisserai regarder. Vous trouvez chez PSR Quilt, mais vous trouvez aussi chez d'autres revendeurs les molletons les plus courants de chez PSR. Chez Cultura, par exemple, vous trouvez le nuage très facilement. Vous allez trouver aussi le flocon facilement, les autres peut-être un peu moins, dès qu'on est sur des molletons un petit peu différents. Alors vous avez aussi en fibre de bambou, ça marche bien aussi. Mais clairement, si vous allez dans le commerce, que vous achetez un morceau de molleton, faites attention à son épaisseur, faites attention aussi à sa tenue. Et moi, je vous conseille vivement, quand vous ne connaissez pas le molleton que vous avez acheté, de faire un test dessus de repassage. Alors, vous prenez votre un bout de molleton, vous mettez par-dessus soit un papier cuisson, soit une pâte mouille, et vous repassez. Et vous voyez bien ce que ça donne. Et si le truc il s'écrase et il devient tout fin, tout raide, comme ça m'est déjà arrivé avec des molletons, et en plus qui se rétracte, dites-vous que c'est absolument pas fait pour le travail à la brodeuse kilt patch. Hein. Là, faut vraiment oublier. C'est pas du tout adapté à ce que vous voulez faire. Alors, bien sûr que du coup, ces molletons coûtent un petit peu plus cher que ce que vous allez parfois trouver dans le commerce. Mais clairement, ils ont l'avantage de se remettre en place, de ne pas rétrécir, de se quilter extrêmement bien et de garder leur gonflant après lavage repassage, ce qui n'est pas le cas, je vous dis, de tous les produits que vous allez trouver. Donc, vous faites bien attention à ça, dans la mesure où c'est quand même beaucoup de travail de faire un patch, un kilt à la brodeuse. C'est un peu dommage de tout foirer parce qu'on a choisi un molleton bas de gamme. On va parler maintenant des stabilisateurs. Stabilisateurs, vous avez plusieurs choix. Mais déjà, vous allez oublier d'utiliser du déchirable. Pourquoi? Parce que quand votre bloc il va être fini, souvent, donc vous avez soit du piéçage, soit des appliqués, soit et du quilting, tout ça en même temps parfois d'ailleurs. Et vous allez vous retrouver donc avec un dos où il y a quand même pas mal de points. Et bien souvent des points, on va dire, ouverts. Je vais vous montrer par exemple ici mon modèle que j'ai fait. Donc voilà le devant. Hein, voilà. Donc là j'ai du piéçage. Chaque bloc, je vais vous montrer un bloc tout... Non, j'ai pas de bloc tout seul malheureusement. Alors, je vous montre. Donc là j'ai du piéçage. Noir, rouge, blanc. Donc 3 couleurs sur le bloc. Donc ensuite, j'ai juste du quilting. Enfin, ici, j'ai un appliqué. D'accord? Ici, j'ai pas vraiment d'appliqué parce que c'était fait avec du mylar. C'est des coquelicots de chez Sylviane Canu également que j'ai ajouté sur un modèle de chez Sweet Pea. Et là, j'ai qu'une pièce de tissu, certes, mais j'ai un quilting assez important. Ici, c'est pareil, j'ai du piéçage blanc, rouge, noir. Du quilting alors en point triple droit et des points satin. Au dos, voilà ce que ça va donner. On est bien d'accord que s'il faut déchirer son stabilisateur au milieu de tout ça, c'est juste l'enfer. Et vous n'arriverez pas à tout retirer. C'est ça le problème. Essayez de retirer au milieu de tout ça. Honnêtement, vous allez y passer un temps épouvantable. Sans compter que vous risquez inutilement de tirer sur les points de votre création, ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, alors vous pouvez vous dire, ah bah oui, mais j'enlèverai pas tout, tant pis, je laisserai comme ça.
ouais, mauvaise idée, mauvais plan. Pourquoi? Parce que votre kilt, vous allez forcément le finir avec un dos en tissu. Et donc, quand vous allez laver votre ouvrage, parce que je connais pas beaucoup de kilts et de patchwork qui finissent jamais à la machine à laver, hein, ou alors vous vous interdisez de le laver, mais bon, voilà. Je sais pas si sur le temps, vous pouvez vous permettre de jamais laver ce genre d'ouvrage. Surtout, ça dépend de la destination de l'ouvrage. Clairement, vous allez avoir votre déchirable qui va se déliter au dos de vos broderies de blocs. Et au final, vous allez vous retrouver avec des morceaux qui se baladent entre votre dos de kilt et puis le devant. Et ça, enfin, vraiment, ça finit mal, quoi. Clairement, vous allez avoir un travail qui va être totalement dégradé au fil des lavages, ce qui est quand même très regrettable. Donc on oublie les déchirables, on oublie Filmoplast, on oublie déchirables. Les seuls produits que je vous conseille, c'est du découpable. Alors, vous avez des découpables épais et vous avez le découpable, pour moi, qui est le plus adapté, c'est le polymèche. Le polymèche, il est fin, il est très souple. D'ailleurs, vous voyez, il est assez transparent. Mais il a une capacité de tenue extraordinaire. C'est un produit, d'ailleurs, que vous pouvez utiliser pour plein d'autres réalisations en machine à broder. Tout ce qui est travail sur le jersey, sur les produits élastis, ça, c'est vraiment le produit, pour moi, le plus adapté parce qu'il offre une tenue extraordinaire sans apporter de raideur. Moi, je brode, je fais pas beaucoup de jersey, je fais pas beaucoup de t-shirts, mais j'en ai déjà fait. Et notamment le t-shirt noir que je présente souvent, ben, la fleur, elle fait, c'est une fleur de chez Urban Thread qui fait beaucoup de points. Pour autant, mon tissu, mon t-shirt n'est absolument pas raide ni rien. Alors, non, c'est un produit extrêmement souple et l'avantage, vous n'aurez pas à le retirer. C'est-à-dire que vous allez le recouper dans vos marges de couture de votre bloc, comme le reste de vos tissus qui vont être sur votre bloc. Vous n'aurez rien de plus à faire. Et c'est un produit qui, sur le temps, va très bien supporter les lavages, les repassages. Ça ne se repasse pas en direct. Pas à chaud en tout cas. Vous pouvez, mais en mettant sur, on va dire, chaleur pour la laine. En revanche, ça se repasse très très bien, même à très haute température entre deux cotons, sur votre molleton. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très solide, qui est très durable sur le temps. Alors bien sûr que c'est un petit peu plus cher le polymèche qu'un déchirable. Maintenant, encore une fois, vous ne travaillez pas pour faire du jetable, en tout cas pas moi. Donc voilà. Je trouve que c'est un super produit qu'on trouve maintenant pratiquement chez tous les revendeurs de stabilisateurs de broderie, de produits pour la broderie. Moi, celui-ci vient de chez Amazon, c'est la marque Super Punch. Il me va très bien. Il a un bon rapport qualité-prix. Il a pour moi un seul petit défaut, c'est que la largeur de mon rouleau n'est pas assez large pour mon grand cadre. Alors, je suis obligée de le mettre dans l'autre sens. Alors je fais de la récupération en positionnant de façon à ce que le bout qui est trop plus large soit complètement à l'extérieur de mon cadre et je récupérerai toute cette partie-là une fois que j'aurai recoupé et je les assemble entre eux, ça me fait faire des économies. C'est le seul petit défaut, vous pouvez le trouver peut-être en différentes largeurs, mais moi j'ai pas trouvé plus grand que cette largeur-là, qui fait à peu près, je vais vous dire, qui fait 40 pas tout, non, pardon, qui fait 38 cm. Malheureusement, j'aurais aimé qu'il fasse 50, mais je n'ai pas. Alors si vous trouvez en 50 quand vous avez des cadres 13-18 comme moi, ou pardon, 30-18 ou 30-20, ce serait plus sympa. Vous pouvez donc utiliser ce produit-là qui va rester donc et qui va en plus apporter de la tenue sans alourdir ni raidir. Mais je peux comprendre que par exemple, si vous voulez faire une couverture pour bébé, quelque chose qui doit rester extrêmement souple, vous souhaitiez ne pas avoir du tout de reste de stabilisateur. Dans ce cas-là, vous allez travailler avec de l'hydrosoluble intissé. Alors, évitez celui qui est trop léger, hein, utilisez au moins un intissé 60 grammes. Bon, le 40, va falloir faire attention, quoi. Parce qu'on va beaucoup enlever et remettre le cadre dans la brodeuse. On va beaucoup travailler sur notre bloc de patchwork. On va couper des appliqués, enfin bref. Donc, il faut quand même que vous ayez un stabilisateur qui vous apporte de la tenue parce que vous allez faire beaucoup de manipulations. Donc, un intissé hydrosoluble 60 grammes, c'est
le bon compromis, parce qu'une fois que vous aurez terminé, pareil, vous vous embêtez pas à le découper plus que ça, vous n'avez pas besoin. Simplement, quand vous laverez la première fois votre patch, eh bien le stabilisateur va fondre au lavage. Alors je vous conseille globalement de ne pas mettre directement un patch qui a été fait avec de l'hydrosoluble dans la machine à laver, parce que ça suffira pas à faire fondre. Si vous avez travaillé avec un hydrosoluble, mettez votre patch dans une grande bassine d'eau tiède et commencez par le faire tremper. Et quand vous l'aurez fait tremper, on va dire une bonne demi-heure dans de l'eau pas bouillante, mais assez chaude, rincez-le et essorez-le bien, et ensuite mettez-le à laver. Globalement, la bonne idée, c'est de faire ça et mettre en même temps aussi du vinaigre blanc dans votre eau de trempage, parce que ça va permettre aussi de fixer vos couleurs. Si vous utilisez notamment des tissus très contrastés, ça va permettre de fixer les couleurs. C'est un risque en moins de voir votre patch abîmé par une couleur qui dégorge sur l'autre, et c'est pas toujours très, très joli. Alors, il y a un troisième produit que vous connaissez peut-être pas, que moi j'ai rencontré récemment, c'est-à-dire que j'en avais déjà entendu parler avant, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter parce que c'était un produit qu'on trouve essentiellement sur le marché anglo-saxon. Et là, grâce à Amazon, j'en ai trouvé et je vais le tester, mais ce n'est pas encore fait. Ça s'appelle du batiliseur, c'est-à-dire que c'est molleton et stabilisateur tout en un. Alors, c'est pas un produit bon marché, clairement, mais ça peut être une alternative intéressante qui vous permet effectivement d'éviter la question du stabilisateur. Et là, vous avez tout en un. Alors, c'est un produit qui se travaille sans qu'on le découpe, parce que si vous le découpez, vous allez avoir énormément de pertes, parce que vous allez forcément l'encadrer. Donc, le principe, c'est de l'encadrer toujours à ras, de tout garder la pièce complète de votre batiliseur, ça se vend au mètre, Et quand vous avez fini votre bloc, vous allez désencadrer et vous allez continuer votre travail avec le bloc suivant à ras du bloc précédent. Alors, vous pouvez aussi recouper, mais l'embêtant, c'est que si vous recoupez, vous allez perdre un petit peu. Donc, c'est quand même un produit un peu cher. Mais apparemment, pour faire, par exemple, des sets de table ou du chemin de table, des choses comme ça, mes petites copines anglo-saxonnes trouvent que c'est un très très bon produit. C'est très stable, forcément. Ça se lave très bien et ça se repasse très bien. Voilà, simplement, vous regarderez sur Amazon. Je donne pas de gamme de prix parce que, honnêtement, ça peut changer du jour au lendemain, parce que maintenant, les produits anglo-saxons arrivant de plus en plus sur notre marché, voilà, ça change. Maintenant, c'est vrai qu'avant, on trouvait pas le polymèche partout et que c'était un peu confidentiel comme produit, malheureusement, et maintenant on le trouve beaucoup plus. Les prix ont un peu fondu. Et bien là, j'espère que le batiliseur, on le retrouvera plus et que les produits vont fondre aussi. Alors, quand vous allez travailler à une création de patch ou de quilting sur votre brodeuse, vous devez quand même préparer vos tissus comme vous les prépareriez pour faire un travail à la main ou à la machine à coudre. C'est-à-dire que vos tissus, vous devez les avoir soit lavés, soit décatis. Je rappelle qu'on ne lave pas des tissus qui sont destinés à un ouvrage qui va être vendu. Que vous soyez une professionnelle ou que vous soyez une vendeuse occasionnelle, je n'ai pas de jugement à porter sur la façon dont vous travaillez, si vous êtes déclaré ou pas, ça m'est complètement égal, c'est pas le sujet. Simplement, respectez, quoi qu'il en soit, les réglementations en vigueur pour vous éviter bien des problèmes. Alors, il y en a plein qui me disent « Oui, mais si ça rétrécit après au lavage, ma cliente ou mon client va pas être content. » Oui, alors, je rappelle qu'on peut tout à fait décatir. Décatir, c'est humidifier le tissu et le repasser avec une pâte mouille ou un fer à repasser téflon avec beaucoup de vapeur. Alors, ça veut dire que vous êtes quand même un peu équipé en fer à repasser, mais enfin, il me semble que quand on travaille et qu'on a la prétention de vendre un peu, on s'équipe un minimum. Moi, je le fais avec ma centrale vapeur. Je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir des centrales vapeur. Donc, moi, encore mieux que d'humidifier, je mets de l'aide au repassage. Alors, vous pouvez prendre vraiment celui que vous voulez. Là, je fais pas de pub pour des marques ni quoi ni qu'est-ce. Peu importe. Je sais que, par exemple, pour des tissus, comme là, je vais utiliser, j'ai pas besoin d'un truc qui fasse hyper raide en amidon. Vous pouvez utiliser celui que vend votre grande surface, de la marque de votre grande surface, ça ira très bien. Parfois, c'est un petit peu léger. Il faut recommencer une ou deux fois l'application. Vous en avez qui sont plus
plus, on va dire, qui donnent de la raideur, qui sont vraiment destinés à donner de la raideur, comme celui-ci. Là, moi, je l'utilise essentiellement, c'est notamment pour repasser les chemises de mon mari, parce que voilà, il faut qu'elles soient un peu amidonnées. Vous pouvez aussi, si vous lavez votre tissu, ajouter de l'amidon en poudre à l'eau de rinçage, en mettant votre machine sur pause si c'est possible, et vous aurez quelque chose d'amidonné. Quand vous allez le repasser, ce sera directement amidonné, c'est pas mal. L'avantage de l'amidon, ça part au prochain lavage, donc aucun souci. Quand vous achetez vos tissus, rappelez-vous qu'il y a de l'après dessus. Donc l'après a tendance parfois à donner de la tenue à votre tissu, ce qui peut être très pratique pour broder, pour coudre. Malheureusement, sur certains tissus, ça fait que quand vous allez les laver, ils vont rétrécir. C'est rarement le cas avec les tissus que vous allez acheter en coton. Donc quand vous travaillez un patch en 100% coton, le fait simplement de, on va dire, de décatir correctement au fer à repasser, suffit bien. Sinon, si vous êtes vraiment une adepte de je lave, ne lavez pas à chaud, c'est une erreur. L'après ne part pas à chaud, mais à froid, et mettez du vinaigre blanc. Donc faites tremper, ou mettez votre machine en route et arrêtez-la dès qu'elle a fini de remplir et qu'elle a tourné 2-3 fois. Rajoutez du vinaigre blanc et laissez tremper globalement entre quelques heures, voire toute une journée. Par exemple, pour les éponges, il faut laisser au moins 24 heures pour qu'on enlève l'après. Vous aurez remarqué que si vous utilisez vos éponges sans les avoir lavées au préalable, et que si vous les avez lavées à chaud, elles sont pas très absorbantes, et il va falloir un peu de temps avant qu'elles deviennent réellement absorbantes. Et bien, c'est à cause de l'après. Donc voilà, fini pour la petite parenthèse de l'après. Donc moi, je travaille avec des tissus que j'ai préparés, avec mon fer à repasser, et avec mon produit, on va dire, pour amidonner. Je n'ai pas amidonné ma pièce qui va faire mon appliqué, parce que je vais attendre de voir quelle taille fait mon appliqué. Je prendrai ma règle, je couperai mon tissu ou pas, selon mes besoins. Et surtout, j'amidonnerai que la partie qui va être utilisée. Pas besoin de m'emballer à tout amidonner et tout repasser une grande pièce. Bon là, mon morceau n'est pas spécialement grand, mais enfin, pas la peine de m'embêter à faire toute la pièce alors que je vais avoir besoin que d'une partie. Donc voilà, alors maintenant on va s'intéresser au motif. Le motif, comme vous pouvez le voir, donc c'est un rectangle avec du matelassage et au milieu un petit chien tout mignon qu'on peut faire en appliqué ou pas. Alors, moi je vais le faire en appliqué, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est un choix, selon le rendu que vous voulez. Tous les modèles de patch à la machine à broder commencent par le positionnement dans le cadre donc du stabilisateur. Par-dessus, nous allons poser le molleton. Par-dessus, nous allons poser le tissu. Moi, je change un petit peu cette méthode, c'est-à-dire que je vais d'abord poser, effectivement, je vais encadrer mon stabilisateur, ça c'est évident, et puis je vais poser que mon molleton et je vais faire le premier tour qu'on me propose de faire. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de fixer mon molleton et surtout de redécouper mon molleton tout le tour de ce cadre, et ça m'évitera d'avoir du molleton dans mes marges de couture, ce qui est quand même plus confortable, parce que quand on va vouloir assembler, avoir des molletons dans les marges de couture, c'est des surépaisseurs totalement inutiles qui ne vous aident pas, au contraire, à faire des assemblages propres. Voilà, donc je vais préparer mon cadre et mon molleton. On y va. Donc là, je travaille dans mon cadre 18-30, parce que le modèle, il fait 16 sur 22, et je n'ai pas de cadre 16-26, qui aurait été pratique pour ma browser, mais je n'ai pas. Je vais couper mon stabilisateur, évidemment, quand je cherche mon ciseau que je ne trouve pas. Voilà. Ah, je l'avais à côté. Bref, fille. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, hein, mais le but, c'est surtout de me dépêcher pour pas vous faire attendre inutilement. Donc, vous voyez, voilà. Je vais encadrer mon stabilisateur. Donc, clairement, j'ai ouvert mon cadre, mais sans dire de trop l'ouvrir, parce que quand on encadre qu'un stabilisateur, on n'a pas besoin de l'ouvrir beaucoup. Et que si vous ouvrez trop, vous avez toutes les chances que tout ça, ça bouge, ça plisse, c'est pas joli. Et c'est pas pratique. Donc voilà, je vais positionner. J'encadre en haut.
Voilà. Et je termine en poussant le bas. Voilà. Alors souvent, ça plisse un tout petit peu sur les côtés. Il suffit de tirer un peu. Et voilà. Si vous avez peur que votre stabilisateur ne bouge ou ne plisse pendant le travail, vous pouvez tout à fait rajouter sur votre cadre un encadrement, on va dire une fenêtre, avec de l'antidérapant. J'ai déjà montré cette méthode. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais quoi qu'il en soit, ça peut être très pratique. Alors je visse un peu parce que, effectivement, comme c'est fin comme stabilisateur, il y a toutes les chances pour que ça bouge quand on travaille, ce qui n'est pas du tout le but, hein. Donc je visse un peu. Il n'y a pas besoin non plus de visser comme un fou. Il ne faut pas que ça force, hein. Si vous commencez à sentir vraiment que ça force, il faut arrêter tout de suite. Vous voyez que j'ai encadré de façon à avoir un morceau ici, le morceau qui n'est pas utilisé, bien à l'extérieur, que je pourrais recouper et que je pourrais assembler avec d'autres morceaux quand je vais faire mes autres blocs. Et je pourrais je les assemble à la surjeteuse et je me retrouve de nouveau avec un morceau réutilisable. Parce que de toute façon, ça ne se voit pas sur l'endroit que vous avez assemblé des morceaux de stabilisateur, hein. On essaye de ne pas gâcher du produit. J'ai découpé mon molleton. Donc là, je travaille donc le nuage polyester. J'ai découpé mon molleton à la largeur intérieure, on va dire, de mon cadre. Ça fait 19 cm à peu près. Donc j'ai coupé 19 cm dans toute la longueur. Pourquoi? Parce que je vais recouper, moi, mon molleton, là, quand je vais avoir fait mon travail. Donc, je vais commencer par aller poser ça sur ma machine. Et puis, je vais faire le premier tour. Et je vais redécouper avec mes ciseaux. Double courbe, grand modèle. Je vais redécouper quand j'aurai brodé le tour. Alors, comme je suis une fille un petit peu, on va dire, préparatrice à l'avance de mes choses, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, je l'ai déjà fait. Donc, évidemment, la créatrice n'a pas forcément prévu, on va dire, dans son modèle, que je fasse cette technique. Si elle le prévoit, comme par exemple Sweet Pea Embroidery le fait, vous allez avoir 2 fois ce tour. Or là, mon amie Sylviane ne l'a pas forcément prévu, mais après, c'est pas... Et beaucoup ne prévoient pas. Donc forcément, quand j'aurai fait cette couleur-là, je vais passer directement à la couleur suivante, le matelassage. Donc moi, si j'ai utilisé cette méthode où je pose d'abord que mon molleton et je redécoupe, il va falloir que je recommence cette première section. Donc c'est tout simple. Je vais sur ma machine à broder, je vais reculer. Je vais peut-être utiliser mon... Voilà. Je vais reculer ici d'une couleur. Et donc, je reviens en fait au début de ma réalisation. Si vous êtes mal à l'aise, effectivement, avec l'utilisation de votre écran ou que vous n'avez pas d'écran comme ça, simplement, ce que vous faites, c'est que vous revenez au début de la broderie. Tout simplement. Parce que ça commencera toujours par un encadrement, hein. Les créateurs un peu sérieux commencent toujours par l'encadrement qui fait le contour de votre travail. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à jongler avec avancer d'une couleur ou reculer d'une couleur, n'hésitez pas